Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité, l'ouverture ce mercredi du Forum pour l'investissement en Afrique en présence des chefs d'État du Ghana, de l'Éthiopie et du Zimbabwe. Une occasion pour la Côte d'Ivoire de décliner ses priorités. Produire des compétences avérées au métier de l'agriculture pour relever les défis d'une agriculture durable et résiliente, c'est l'ambition de l'Institut national de formation professionnelle agricole qui a fait sa rentrée académique aujourd'hui. L'actualité, c'est aussi la colère d'un collectif d'entreprises qui réclame le paiement de sa facture au district autonome d'Abidjan. La dette est estimée à près de 10 milliards de francs CFA. Vous le verrez. L'édition 2020 du Forum pour l'investissement en Afrique, initiée par la Banque africaine de développement, a ouvert ses portes ce mercredi à Abidjan en présence des présidents du Ghana, de l'Éthiopie et du Zimbabwe. Pendant 3 jours, investisseurs, sponsors, porteurs de projets, responsables gouvernementaux vont discuter des transactions financières. Le vice-président ivoirien a décliné les priorités de la Côte d'Ivoire en matière de développement et appelé les investisseurs à explorer les opportunités. Le reportage de Pierre Dipomélin et de Fulgence Kissiedo. Le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire accueille pendant 3 jours les Market Days de l'Africa Investment Forum. Les premières assises en présentiel depuis l'éclatement de la crise sanitaire de Covid-19. Cette rencontre économique de haut niveau est une initiative de la BAD, Banque africaine de développement. L'Afrique, au-delà de l'aide, c'est une Afrique qui est dirigée par les investissements. Je salue ici la présence des investisseurs des 4 coins du monde pour leur présence ici aujourd'hui. Vous êtes ici avec un objectif en tête, rechercher des investissements, des opportunités d'investissement en Afrique, faire de la prospection, identifier et investir dans des projets bancables. Vous êtes au bon endroit, en Afrique. Le vice-président Meïlie Tiemoko Kone, qui représentait à l'occasion le président de la République Alassane Ouattara, a indiqué la nécessité pour l'Afrique de renforcer sa résilience face aux chocs externes. La crise actuelle rend encore plus évidente notre vulnérabilité en matière de sécurité alimentaire. Un paradoxe pour un continent qui détient 60% des terres arables et une main-d'œuvre abondante et jeune. Il est donc nécessaire de renforcer la résilience économique de nos pays, notamment aux chocs extérieurs, et d'assurer notre souveraineté économique et alimentaire. Cette première journée a été marquée par plusieurs panels auxquels ont pris part le vice-président et le Premier ministre ivoirien sur le renforcement de la résilience économique en Afrique grâce aux investissements durables. L'Institut national de formation professionnelle agricole a fait sa rentrée académique aujourd'hui au titre de l'année 2022-2023. Le cap est mis sur la performance. L'Institut, je vous le disais en sommaire, ambitionne de produire des compétences avérées au métier de l'agriculture afin de relever les défis d'une agriculture durable et résiliente. Nikema Moussa et Mathieu Mbadé. Engagés pour la formation des compétences au métier de l'agriculture, pour relever les défis de la souveraineté alimentaire, c'est le thème de la rentrée scolaire de l'Institut national de formation professionnelle agricole INFPA, tenue ce mercredi 2 novembre, chargé de concevoir et de coordonner les activités de formation des différents centres de formation agricole. L'INFPA s'engage à la formation performante. Nous avons été mandatés pour apporter des évolutions, du dynamisme à cet institut, afin que tous ceux qui y sortent puissent être des cadres, des travailleurs, des techniciens performants au profit de la Côte d'Ivoire. Le ministère de tutelle a profité de l'occasion pour féliciter les anciens élèves et souhaiter la bienvenue aux nouveaux au sein de l'institution. Par ailleurs, Kobena Adjoumani est revenu sur l'importance d'avoir une ressource humaine de qualité pour l'atteinte des objectifs de performance. Et lorsqu'on a une vision pour l'agriculture, la première des choses à faire, c'est de s'assurer que les ressources humaines qu'on utilise dans le cadre des activités agricoles sont les meilleures. Et donc les réformes qui ont été engagées dans le cadre donc de l'INFPA sont de nature à avoir des étudiants bien formés, des étudiants qui ont certes de la connaissance,
mais qui savent pratiquer. Les élèves, enthousiastes par cette rentrée académique, promettent de travailler pour une meilleure insertion professionnelle. En tant que jeune, on doit se mettre au travail pour pouvoir avoir une formation de qualité. On a déjà des projets qui sont en place et que nous souhaitons le financement de ces projets pour que nous soyons nous-mêmes nos propres patrons. Créé en 1997, l'INFPA est composé de 11 écoles à travers le pays, spécialisées en différents domaines, notamment l'agriculture, l'aquaculture, l'agrotransformation, la production animale et le foncier rural. Direction le palais présidentiel où le chef de l'État s'est entretenu avec la présidente de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, et le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Ils sont venus assister au Forum pour l'investissement en Afrique qui se tient à Abidjan, vous le savez. Ils ont abordé l'économie globale de l'Afrique, marquée par la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. Le reportage de Pierre Dipobela et de Tanguy Konan. La présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde et le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, sont en terre ivoirienne dans le cadre des Market Days de l'Africa Investment Forum. En marge de l'événement, ils ont été reçus par le président de la République Alassane Ouattara. Avec la présidente éthiopienne, il a été question de la nécessité de consolider et de renforcer la coopération économique à travers notamment la zone de libre-échange continentale africaine. Je suis venue dans le cadre du forum pour les investissements organisés par l'ABAD pour porter le message que l'Afrique est prête à attirer des investisseurs d'une façon générale et l'Éthiopie aussi en particulier parce que même au milieu de nombreux défis, il y a toujours des opportunités et c'est sur cela que nous voulons capitaliser puisque la paix, la sécurité et le développement finalement ne font qu'un. Recevant son homologue ghanéen, les échanges des deux hommes ont porté sur les défis économiques et les questions sécuritaires de la sous-région. On a eu l'occasion de revoir beaucoup de choses sur le plan bilatéral, sur le plan régional et aussi même mondial, de voir exactement où on est avec toutes ces difficultés qu'il y a dans nos pays, dans nos régions, dans notre continent. Il y a une perspective commune entre nous qui fait que les relations entre le Ghana et le Côte d'Ivoire sont basées sur des perspectives très, très importantes qui nous lient. Ouvert ce matin au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody, les Market Days de l'Africa Investment Forum prendront fin vendredi prochain. Près de 10 milliards de francs CFA, c'est ce que réclame un collectif d'entreprises au district autonome d'Abidjan. Ce collectif qui a tenté de manifester ce mercredi matin devant les locaux du district autonome d'Abidjan exige le paiement de ces factures, des travaux dits urgents d'électricité réalisés dans le cadre du projet de désenclavement des villages effectué entre 2015 et 2021. Selon ce collectif, les responsables du district autonome d'Abidjan n'ont pas tenu leurs promesses. Les explications de Mardoché Kwasi et d'Éric Kimon. District autonome d'Abidjan Plateau. Il est 7 heures. Seuls ou avec leur famille, plusieurs responsables d'entreprises exerçant dans le domaine de l'électricité tentent de se réunir dans le cadre d'un sit-in pour réclamer le paiement de factures d'un montant global d'environ 10 milliards de francs CFA. Un montant que leur doit, selon eux, le district autonome d'Abidjan pour des travaux dits urgents d'électricité pour le projet de désenclavement des villages. Des travaux effectués entre 2015 et 2021 par une soixantaine de structures réunies au sein du collectif des entreprises des travaux d'électricité du district d'Abidjan. Depuis longtemps, nous avons entrepris des démarches pour être payés et à ce jour, rien n'a été fait malgré les promesses de monsieur le ministre gouverneur Begré Mambé. Nous avons décidé encore une fois de mener cette action pour nous faire comprendre par les autorités compétentes. Je ne vous dis pas, mais il y a des gens même qui ont perdu la vie, des chefs d'entreprise qui ne sont plus en vie aujourd'hui. Des chefs d'entreprise ont dû fermer parce qu'ils n'ont plus les moyens pour payer leur maison, leur loyer. Des chefs d'entreprise ont libéré des employés parce qu'ils ne peuvent pas supporter le nombre d'employés. Ce rassemblement sera de courte durée, car à peine quelques minutes après leur arrivée, les manifestants sont priés par la police de quitter les lieux. Certains d'entre eux seront même embarqués pour la préfecture de police pour être entendus. Du côté des responsables du district autonome d'Abidjan, on se dit surpris par l'attitude de ces entrepreneurs, ceux d'autant plus que des échanges sont en cours et se poursuivent pour un dénouement de ce dossier. Le ministre-gouverneur, pour des raisons hautement sociales et humaines, a demandé au BNED d'analyser
de fond en comble donc ce dossier, de mener des investigations et faire connaître ses conclusions. Pendant que nous travaillons donc à trouver une solution en collaboration avec ces mêmes entreprises, nous sommes surpris d'entendre que celles-ci manifestent. Le district d'Abidjan, il faut le rappeler, a toujours communiqué avec ses partenaires dans la paix. C'est le lieu de rappeler que les paiements des factures restent assujettis à la déontologie et au strict respect des procédures en vigueur. Le dialogue va donc se poursuivre entre les deux parties, puisqu'aux dernières nouvelles, les personnes arrêtées ce matin auraient été libérées. Des milliers de citoyens vivent dans l'extrême pauvreté en Côte d'Ivoire. Il serait 7 millions à vivre en dessous du seuil de pauvreté en 2020, selon une étude du PNUD. Nous avons voulu savoir comment certaines familles arrivent-elles à subvenir à leurs besoins, comment vivent-elles au quotidien. Incursion dans un bidonville d'Abobo avec ce reportage de Mythilène Légré et de Tanguy Konan. À Agbekwa, dans la commune d'Abobo, des habitats insalubres, des rues envahies par des ordures et des eaux usées. Ils vivent ici dans la précarité depuis des années. Il y a 2 ans, Amoué s'est installée dans ce petit espace qu'elle loue à 20 000 francs CFA le mois avec ses 5 enfants après le décès de son mari. Une maison sans toilette ni douche. C'est avec beaucoup de peine qu'elle arrive à nourrir ses enfants au quotidien. On peut manger 1 fois par jour. Des fois, il pleut. Parce que je ne veux pas que les gens nous voient qu'on a faim. Et puis, je ne peux pas les demander aussi. Donc, des fois aussi, je ferme la porte puis on est dedans. Peine et douleur rythment la vie de cette maman. Des conditions de vie misérables sous le regard impuissant de ses enfants. Quand je fais ma maman, je ressens aussi même ce qu'elle ressent parce qu'on n'a pas les moyens. Donc ça me fait mal. Je vends un chewing-gum pour que chewing-gum aussi a bénéfice dessus. Donc quand on vend comme ça, parfois ils mettent ça à l'école pour faire déjeuner. Comme Amoué, plusieurs familles sont frappées de plein fouet par la pauvreté dans ce bidonville. Pour venir en aide aux vulnérables, des femmes se sont organisées en association. On essaie d'aller vers les autorités compétentes, bien des personnes qui peuvent aussi aider. Souvent, dans le mois de carême, les décembre, ils apportent les sacs de riz. Donc, on va vers eux pour les partager. Dans la capitale économique, plusieurs quartiers présentent ce visage. En 2020, selon une étude réalisée par le Programme des Nations Unies pour le développement, ce sont 7 millions d'Ivoiriens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, évalué à 270 900 par an, soit 22 775 francs par mois. Je n'ai pas les moyens. Aidez-moi, monsieur, s'il te plaît. Aidez-moi. Dans ma maison. Je ne sais pas comment manger. En attendant que le gouvernement ou les âmes de bonne volonté entendent leurs cris de cœur, ces familles vivent dans l'espoir d'avoir un jour une vie meilleure. Partageons maintenant la galère des populations de Bingerville à Kandjé. Pour accéder à leur quartier, les riverains doivent traverser un pont, une traversée de plus en plus dangereuse en raison de l'endommagement d'une partie du pont. À cela s'ajoute l'interruption récurrente de la fourniture d'électricité, une situation qui met à mal les activités économiques et le quotidien des populations qui espèrent une solution rapide. Le reportage est signé Nadia Idja et Joseph Zékré. Voici environ 5 mois que ce Dalo, l'une des voies principales d'accès au quartier à Kandjé à Bingerville, menace de céder. Le fossé s'est creusé suite à la forte pluie du 20 juin et s'agrandit chaque jour un peu plus. Un danger permanent pour les usagers qui pratiquent cette route. C'est dangereux. Les 2 véhicules ne peuvent pas passer en même temps. On craint puisqu'il y a les poids lourds qui passent là-bas. On s'est dit que par le bas, il y a des trucs qui se passent. Si on ne fait pas attention, si on n'arrange pas, il y a quelque chose qui peut se passer. Je vois que c'est très dangereux par rapport pour nous, pour les chauffeurs de taxi 3 roues. Oui, sincèrement, les passagers ont peur, sauf la nuit, surtout la nuit seulement, 2 personnes ne veulent pas passer là-bas. Si les populations d'Akandjé frôlent chaque fois le pire en traversant cette route, ce n'est pas le seul problème auquel elles doivent se confronter. Depuis bientôt une semaine, les coupures d'électricité sont récurrentes. Il peut arriver qu'on coupe le courant matin qu'au soir. Le lendemain, quand on revient encore, il y a toujours coupé le courant, tout et tout. On peut faire 24 heures sans courant. Ils ne nous avertissent pas. Quand on appelle leur numéro d'urgence, c'est là qu'on va nous dire dans telle zone, il y a coupure de telle heure à telle heure. Et même l'heure qu'on donne, même l'électricité ne vient pas à ces heures-là. Une situation qui met à mal de nombreuses activités économiques. Ça met en péril certains produits qui ont besoin de la climatisation, d'un certain degré de température pour la conservation. Nous, on travaille en majorité avec le courant. Impression, c'est le courant. Retrait, dépôt, c'est le courant. Donc ça nous empêche de travailler normalement en fait. C'est carrément le bénéfice qu'on perd. Moi, tout ce que je fais là, c'est le courant. Donc ça fait que les jus se gâtent.
la glace fond, quand on attache ça fond, ça ne forme pas. Quand on recharge les frigos, hier comme ça j'ai fait jus, il y a eu coupure, donc beaucoup. On était obligé d'enlever beaucoup pour jeter parce qu'il y avait beaucoup qui étaient fermentés, les laits, tout ça là. Donc ça fait que ça ne nous arrange pas. Au sein de la population, on plaide pour une prise en charge rapide de ces situations. La crypto-monnaie créée en 2008 et regardée d'un mauvais œil par plusieurs en raison des anarques s'impose progressivement dans plusieurs pays. L'Afrique n'est pas en reste. Plusieurs pays africains l'utilisent, le Ghana, le Kenya, le Nigeria ou encore l'Afrique du Sud. Certains économistes estiment que cette innovation révolutionnaire a toutes les chances sur notre continent. Comment fonctionne la crypto-monnaie? Qu'est-ce qui explique l'intérêt grandissant pour cette monnaie? Quels bénéfices pour l'investisseur et surtout comment éviter les pièges? Autant de questions qui trouvent des réponses dans ce reportage de Nadia Idja et de Fulgence Kissiedou. Monnaie numérique. La crypto-monnaie existe depuis 2008 avec la création du Bitcoin, l'un des actifs. À cette date, le Bitcoin était évalué à 0,1 $, soit 5 francs CFA contre 19 000 $ aujourd'hui, environ 9 500 000 francs CFA. De quoi susciter l'intérêt dans le monde financier. Erwin est spécialiste de la question. Pour lui, cet actif numérique décentralisé est la monnaie du futur. C'est quelque chose aussi qui ne peut pas disparaître parce que c'est basé sur une technologie très forte qu'on appelle la blockchain. Et aujourd'hui, la blockchain est utilisée dans le monde entier. Aujourd'hui, la Banque centrale est en train de créer sa crypto-monnaie. Et en Côte d'Ivoire, il y a des maisons ici aujourd'hui qui rachètent des crypto-monnaies. S'il est aussi confiant, c'est en raison de la sécurité et la liberté qu'offrent les crypto-monnaies. Aujourd'hui, quand tu as ton Bitcoin, personne ne peut venir fermer ton compte Bitcoin. Il n'y a personne au milieu. C'est des algorithmes qui gèrent tout et c'est sécurisé. On estime à 300% le taux d'adoption en moyenne par an, avec une forte pénétration dans les pays d'Asie du Sud et en Afrique. Depuis environ 9 mois, Sophie s'est intéressée à cette monnaie. La crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui est extrêmement volatile. Donc ça veut dire que sa valeur fluctue. Donc par exemple à midi, on achète une crypto-monnaie qui peut valoir 1 000 $ et puis à midi 10, ça chute à 800 $ par exemple. Donc oui, il y a des risques. C'est très important en fait de se former. Une formation importante si on veut éviter les pièges. Car si les spécialistes annoncent un taux d'intérêt de 300% sur l'épargne, contre 3,5% en banque pour la monnaie fiduciaire, le gain facile n'existe pas. C'est ce qu'a appris à ses dépens Daniel. Il y a environ 3 mois, il est contacté par une plateforme via ce message. Bonjour, nous recrutons du personnel à temps partiel en ligne. Salaire journalier, 30 000 à 100 000 francs. Cliquez pour consulter. Depuis 2017, j'ai fini mon stage, j'ai soutenu tout et tout et tout. Mais jusqu'à présent, rien de stable. Donc, pendant qu'on cherche aussi autour, on essaie de toucher un peu à tout. Voilà comment je me suis retrouvé en fait dans la crypto-monnaie. J'ai cliqué sur le lien pour aller voir à quoi est-ce que ça ressemblait, ce que c'était. Et c'est là que j'ai découvert cette plateforme. Et bon, je me suis mis dedans en fait. Tu investissais seulement une seule fois, 120 000. Et tu devais gagner 135 000 chaque fin de mois pendant 1 an. Loin de se douter de la supercherie et sans avoir physiquement vu son interlocuteur, Daniel se laisse convaincre et invite même des proches à s'inscrire. Mais cette manne financière sera de courte durée. Au début, quand ils arrivent, la somme d'investissement n'est pas élevée. Mais après, ils vont augmenter. Et puis ils vont te dire aussi qu'ils augmentent un peu le gain. Et après encore, ils augmentent encore l'investissement. Et ils augmentent le gain. Franchement, avec ce que nous on voyait, on se disait que c'était tellement crédible, c'était tellement honnête qu'on ne croyait pas. On ne pouvait pas penser qu'un jour ils allaient fermer en fait. Ces cas d'anarque sont légion. En témoigne la récente arrestation d'acteurs derrière cette plateforme, se faisant passer pour des gestionnaires de crypto-monnaies. Face à ces escrocs du net, les spécialistes, eux, ne cessent d'attirer l'attention sur ces entreprises qui promettent la richesse en un temps record. Ces sociétés-là ont des systèmes, aujourd'hui on peut tout faire, ont des systèmes informatiques où ils vous font penser que votre argent grandit, alors qu'il n'y a rien derrière. C'est juste un écran qu'on vous donne chaque matin, ils font la mise à jour, comme si votre argent grandit. Si vous voulez travailler dans les crypto-monnaies, pouvoir vous faire peut-être des plus-values dans les crypto-monnaies, c'est comme des actions. Vous partez acheter vos actions dans une SGI et vous suivez les cours de l'action. Le jour où vous voyez que vous avez une plus-value, vous vendez votre action. En dépit de cette réalité, tous les pronostics des acteurs du monde financier se rejoignent. La crypto-monnaie est une révolution du secteur et a de beaux jours.
Hors de chez nous au Brésil, Jair Bolsonaro est sorti de son silence après sa défaite au second tour de la présidentielle face à l'ex-chef de l'État, Lula da Silva, sorti vainqueur. Il s'est engagé au respect de la Constitution. En tant que président de la République et citoyen, je continuerai à me conformer à tous les commandements de notre Constitution, a-t-il déclaré. Le récit de Salif Yalekwe. Le président brésilien sortant Jair Bolsonaro, battu au second tour de la présidentielle par l'ex-chef d'État Lula da Silva, s'est engagé à respecter la Constitution. J'ai toujours joué dans les 4 lignes de la Constitution. Je n'ai jamais parlé de contrôler ou de censurer les médias et les médias sociaux. En tant que président de la République et citoyen, je continuerai à me conformer à tous les commandements de notre Constitution. Des milliers de protestataires brésiliens ont demandé mercredi une intervention de l'armée après la défaite électorale de Jair Bolsonaro devant les commandants militaires à Sao Paulo, Brasilia et Rio. Des manifestants bloquaient par ailleurs toujours des routes mercredi dans plus de la moitié des États du Brésil, mais les barrages étaient moins nombreux que la veille. Ces protestations ont eu lieu au lendemain de l'allocution du président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Il a rompu un lourd silence de 2 jours pour dire qu'il respectait la Constitution et a donné le feu vert à la transition avec son successeur de gauche Lula, tout en livrant un message ambigu à ses partisans qui protestent depuis lundi. Premier président brésilien ayant échoué dans une tentative de réélection, Jair Bolsonaro a été battu sur le fil dimanche par l'icône de la gauche, 50,9% contre 49,1%. De nombreux chefs d'État étrangers ont félicité Lula pour son 3e mandat à la tête du pays, après ceux de 2003 à 2010. Il prendra fonction le 1er janvier. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction d'NCI. Merci de votre fidélité. Demain, vous serez avec Mélina Makissi. Très bonne suite au programme sur notre chaîne et surtout, prenez soin de vous.